Lorsque l'on parle de la marine soviétique durant la Seconde Guerre mondiale, on ne pense pas forcément à quoi que ce soit. Délaissée et emprisonnée pendant une partie de la guerre, la VMF avait pourtant bien plus d'ambition que ce que ses faits d'armes démontrèrent. Si les récits les plus communs font écho aux actions sous-marines de la flotte rouge, il est pourtant bien plus rare d'entendre parler de sa flotte dite océanique et du concept soviétique de Bolchoï flotte, dont seulement certains projets ont pu être achevés avant l'éclatement de la guerre. Les navires du projet 26, aussi appelés classe Kirov, en sont le parfait exemple. Pour comprendre le pourquoi d'un tel projet, il faut bien entendu revenir en arrière, au lendemain de la guerre civile. En 1921, suite au chaos causé par cette dernière, la flotte rouge se retrouva dans un état exécrable. Effectivement, la flotte de la Baltique, qui avait tiré les premières salves de la Révolution d'octobre, se retrouvait avec un cuirassé, un croiseur et 9 destroyers de classe Novik, le reste ayant été grandement endommagé et ou étant devenu obsolète. Il en allait de même pour les autres flottes, menant au final la marine soviétique à n'avoir en service en 1921 qu'un cinquième de ce qu'avait la flotte impériale en 1917. Des plans avaient pourtant été proposés, comme celui de la reconstruction des 4 cuirassés de classe Gangout, ou bien de terminer la construction du croiseur de bataille Ismail. Certains événements n'arrangèrent non plus pas les choses, comme le départ de la flotte de l'armée blanche de la flotte de la mer Noire, laissant seulement derrière eux le vieux croiseur Pamiat Merkouria. L'industrie en ruine suite à la guerre empêcha elle aussi la flotte rouge de conserver son statut et son état de préparation, menant à une détérioration encore plus poussée que ce que la guerre avait causé. La République socialiste fédérative soviétique de Russie se retrouva aussi dans une situation délicate. Sa toute récente création et ses relations avec les pays majeurs de l'Ouest empêchèrent toute participation des soviétiques aux traités importants, comme celui de Washington ou de Lausanne. Ainsi, la flotte rouge eut beaucoup de mal à établir un plan sur le long terme de conception de navires. Le gouvernement soviétique entreprit alors entre 1922 et 1923 des réformes importantes de la marine, réduisant drastiquement son personnel, son budget et purgeant au passage quelques vieux officiers. Cette réforme, qui semble contradictoire avec l'état de la flotte, se révélera plutôt efficace, empêchant la perte totale de tous les navires soviétiques. Malheureusement, la machine avait déjà été lancée et ne parvint à stopper la destruction de nombre de navires, quasiment 200 entre 1922 et 1924. Cette année marque le remplacement de l'actuel commandant de la VMS RKKA, menant en mars 1925 à la création d'un plan de renforcement de la marine en 5 ans. Ce plan prévoyait le renforcement massif de la flotte de la Baltique et de la mer Noire, passant par la construction de cuirassés, de croiseurs et de façon plus intéressante, de porte-avions, devant mener au final la flotte rouge à posséder une centaine de navires de haute mer. Malheureusement pour le commandant Vyacheslav Zov, son plan fut rejeté. Pourtant il n'en reste pas là, et durant l'année 1925, il proposa nombre de plans de reconstruction de la marine, passant notamment par la conversion d'anciens navires en porte-avions, comme le cuirassé Poltava ou le croiseur Ismail. Là encore, ces projets ne trouveront pas preneur, l'administration de l'armée rouge souhaitant surtout se concentrer sur les forces terrestres. Il s'opposa alors deux visions différentes de ce que devait être une marine de guerre. D'un côté, l'école classique militait pour la conservation et la construction de nouveaux cuirassés, et de l'autre, la jeune école soviétique, adaptée de la pensée française, souhaitait l'emphase sur des navires moins lourds, plus rapides et donc moins coûteux et plus nombreux. En 1926, les deux écoles ayant proposé leur plan, les soviétiques prirent la décision de concilier les deux programmes. Dans la Baltique, le travail débuta par la remise en service des anciens cuirassés Marat, Parizhskaya Komuna et l'Oktyabrskaya Revolutie, dont les réparations sur ce dernier ont été terminées la même année. Des voix se levèrent alors et des contentions apparurent entre l'armée et la marine, mais surtout au sein de cette dernière à travers deux figures. D'un côté, Tukhachevski, chef de l'état-major, et de l'autre Nikolai Vlasev, chef du département technique de la marine. Le premier arguait qu'une telle marine était inutile, l'autre affirmait l'importance de celle-ci dans le support de l'armée. Les combats entre jeune école et école classique reprirent aussi de plus belle au sein de la marine, même si cette fois les voix de la jeune école étaient les plus écoutées, affirmant que le cuirassé n'avait plus d'intérêt avec l'apparition massive de sous-marins et de l'aviation navale. Comme à son habitude, le budget de la marine fut encore réduit par Staline de 40% en 1929, au profit de la production de chars, causant de sérieux retards dans la reconstruction des navires en cours. Se rendant compte d'une telle erreur, le STO compensa ses coupes budgétaires en 1930, mais le mal avait déjà été fait. La plupart des croiseurs de classe Svetlana comme le Krasny Kavkaz avaient pris du retard. Le premier plan quinquennal naval avait été un échec. Tout n'était pourtant pas acheté, puisqu'il en ressortit d'excellents sous-marins et autres patrouilleurs.
Évidemment, cette prolifération de navires plus petits coïncidait avec la doctrine de l'influente jeune école, qui devint de facto la doctrine officielle de la marine soviétique, à partir de 1930-1931. Pourtant, il existait toujours une demande de navires plus gros, plus puissants, pouvant rivaliser avec les flottes du Pacifique ou avec la flotte turque, se renforçant d'année en année. Cette demande passait en premier lieu par la réassignation d'un cuirassé et d'un croiseur à la flotte de la mer Noire. L'expansionnisme japonais en Asie inquiétait aussi beaucoup les soviétiques, plusieurs ingénieurs navals réclamant la construction de nouveaux cuirassés. Les soviétiques décidèrent alors de se tourner vers l'Italie, avec qui ils avaient déjà entretenu des relations depuis 1925 dans la construction de navires, les Italiens ayant fourni par exemple les premiers plans de ce qu'allait devenir la classe de sous-marins Décabriste. Lors d'une visite en 1930, le ministre italien de la marine proposa à la marine soviétique l'achat de technologies d'armement, proposition qui sera acceptée sans aucun problème. Ainsi, une délégation fut envoyée en Italie afin d'y obtenir des informations sur les torpilles, les canons antiaériens, les destroyers et autres croiseurs italiens. Les négociations pour l'acquisition de navires débutèrent à l'automne de la même année, sans grand succès. En effet, à cause du traité de Washington, l'Italie ne pouvait pas leur vendre de tels bâtiments. Les soviétiques, assez bornés, tentèrent néanmoins encore une fois d'acheter des croiseurs de classe Condottieri, jusqu'en 1931, toujours sans succès. Les visites respectives entre soviétiques et italiens continuèrent bien longtemps, avec par exemple une visite du Krasny Kavkaz à Naples en 1933. Cette année marque aussi le début du second plan quinquennal, qui avait pour objectif la création de centres industriels, notamment dans l'est du pays. Cette revigoration du secteur industriel à l'est eut parallèlement l'effet pervers d'aggraver la famine qui touchait le pays à l'ouest. L'industrie métallurgique connut donc un bond important, permettant une production bien plus importante de chars, d'avions, mais surtout de navires. La construction de nouveaux chantiers navals bien plus gros que ce qu'avait l'URSS jusqu'à présent avait été décidée notamment dans les villes et alentours de Komsomolsk sur l'Amour et d'Arkhangelsk. À partir de 1934, Staline, qui avait été convaincu par un ouvrage qu'il avait lu sur l'utilité d'une puissante flotte de haute mer, prit les rênes de la consolidation de la marine soviétique. Les estimations des forces nécessaires au renforcement des flottes de la marine soviétique comptaient 4 croiseurs pour la mer Noire, 2 pour la Baltique et pour la flotte du Pacifique. Ces croiseurs étant évidemment accompagnés de destroyers leaders de flottille et de destroyers normaux. Les plans changèrent nombre de fois, certains étant plus démesurés que d'autres, passant par exemple de 74 à 369 sous-marins. Au final, le plan qui sera appliqué comprendra la construction de 321 sous-marins, 4 croiseurs, 8 destroyers leaders de flottille et 22 destroyers, tous ces navires devant être terminés dès 1937. L'URSS, dont la plupart des ingénieurs étaient soit inexpérimentés, soit en détention, se retrouva là encore à quémander de l'aide aux nations de l'Ouest. Ces demandes se révélèrent assez fructueuses. D'une part, les soviétiques purent mettre la main sur des plans d'un sous-marin de conception allemande, qui deviendra la classe S, et aussi assez ironiquement le premier U-boat conçu pour la Kriegsmarine. De l'autre, les Italiens se montrèrent là aussi très coopératifs. Le commandant de la marine proposa d'acheter aux Italiens les plans du croiseur Raimondo Montecuccoli, un croiseur italien alors très moderne, en construction au chantier d'Ansaldo depuis 1931. Les directeurs d'Ansaldo visitèrent alors Moscou. L'offre des soviétiques avait été acceptée, et il ne restait qu'à négocier la livraison de la machinerie qui sera à terme utilisée dans les premiers croiseurs conçus en Union soviétique, les croiseurs du projet 26, le Kirov. Ces navires étaient les plus imposants prévus dans le second plan quinquennal et étaient catégorisés comme des croiseurs pour une frappe concentrée. Les premiers prérequis avaient été estimés le 13 mars 1932 pour un déplacement de 6000 tonnes à une vitesse de 38 nœuds avec 2 tourelles doubles de 180 mm. 6 jours plus tard, le 19 mars, les prérequis furent revus à la hausse, de 6000 à 6500 tonnes, et l'armement devait se composer de 3 tourelles doubles de 180 mm. Le plan finalisé du 29 décembre 1934 incluait un déplacement de 7100 tonnes à 37 nœuds, armé de 3 tourelles triples de 180 mm. Les problèmes débutèrent avec la taille de la machinerie acquise en Italie. Cette dernière, calquée sur celle du Eugenio di Savoia, ne rentrait pas dans les plans du Kirov, forçant les soviétiques à redessiner le navire, menant, selon l'ordre 269, l'acquis du Kirov à n'être posé que le 22 octobre 1935 à Leningrad, et celle du Voroshilov à Nikolaïev. La construction du Kirov, navire nommé après Sergei Mironovitch Kirov, qui donnera aussi son nom à un célèbre char, a commencé sous les yeux de Mikhail Kalinin. La construction d'un tel navire fut une nouvelle expérience pour les soviétiques, qui, à l'aide de spécialistes italiens, purent mener sans gros accrocs le chantier.
Le problème principal était la coordination des usines, puisqu'en effet, les pièces provenaient de l'usine entière, menant parfois le projet à changer en cours de route. Le Kirov était d'une certaine façon en évolution constante. Le 7 août 1937, le Kirov était prêt pour ses premiers essais à Kronstadt, qui se révélèrent assez peu concluants. Le navire faisait plus de 800 tonnes de trop et les moteurs ne produisaient que 113 000 chevaux au lieu des 126 600 prévus. Des différences considérables, réduisant la vitesse maximale du Kirov d'un nœud. Des problèmes quelque peu singuliers ont aussi été découverts. Ainsi, le 12 août, une partie de la tuyauterie a rompu, brûlant 17 marins. Lors des essais de tir, le 15 septembre, des batteries de 180 mm, le pont s'est déformé, des écoutilles, hublots et autres équipements ont été endommagés, certains matelas se sont même envolés. Le navire sera alors présenté aux essais d'État le 4 décembre 1937, dont la commission était dirigée par Alexandre Weckmann, le chef de la commission d'acceptation des navires de la marine. Bravant une tempête de niveau 8 sur l'échelle de Beaufort, le Kirov démontra la résilience de sa coque et de ses équipements. Ces essais perdurèrent jusqu'à l'été 1938. Lors des essais des tubes lance-torpilles, une torpille sans charge explosive est revenue droit sur le Kirov, heurtant une hélice. Ce dernier fait vaudra l'arrestation d'Alexandre Weckmann et son remplacement. Les essais de mobilité le 9 septembre 1938 démontrèrent une certaine aisance à atteindre sa vitesse maximale de 36 nœuds. L'arrêt à pleine vitesse avec l'ordre stop prit 20 minutes au navire et moins de 3 avec l'ordre marche arrière toute. Le Kirov sera finalement accepté en service le 25 septembre 1938 et le lendemain, le pavillon de la marine soviétique flottait sur le navire. Il restait néanmoins beaucoup de travail à faire sur le Kirov. Sa cadence de tir était bien trop faible, ses tubes lance-torpilles n'étaient pas protégés et les petits soucis de tuyauterie perduraient. La conception du navire a été améliorée avec le projet 26 bis, son château ayant été redessiné sur un modèle similaire au croiseur italien. La quille du représentant de cette classe, le Maxim Gorky, a été posée en décembre 1936 à Leningrad et le Molotov un mois plus tard à Nikolaïev. Là encore, les moteurs des navires posèrent problème et retardèrent leur construction. En 1938, les chantiers de Leningrad et de Nikolaïev préparèrent les pièces pour la construction de 2 nouveaux croiseurs de classe Kirov, mais du projet 26 bis 2, plus lourd, plus haut, plus large et évidemment plus lent. Le plus gros changement résidait dans l'armement secondaire, les affûts de 100 mm des projets 26 précédents ayant été remplacés par des 85 mm et les 9 à 6 canons de 45 mm remplacés par 19 canons de 37 mm. Ces navires devaient être assemblés à Komsomolsk, puis être transportés à Vladivostok où ils auraient dû recevoir leur armement. Malheureusement, l'éclatement de la guerre ne permit au Kalinin de n'être terminé qu'en 1942 et 1944 pour le Kaganovich. Ces 2 navires n'ayant connu aucun combat pour diverses raisons, malgré leur présence près de la Mandchourie durant l'invasion soviétique. Si ces derniers véhicules marqueront la fin de la lignée du Kirov, ce dernier lèguera son héritage lors du 3e plan quinquennal de 1938, qui incluait encore un renforcement de la flotte par le biais de la construction de croiseurs tels que le projet 68 Chapayev, le projet 69 Kronstadt ou de cuirassés tels que le projet 23 Savitsky Soyouz. Enfin tout ça, c'est une autre histoire. Maintenant que nous avons brièvement fait le tour de l'histoire qui a mené au Kirov et de ce qu'est le Kirov en lui-même, il convient évidemment de se pencher sur l'une des facettes les plus intéressantes de son histoire, c'est-à-dire son service dans la flotte de la Baltique et de ses faits d'armes, une partie bien trop méconnue. Le Kirov avait officiellement rejoint la flotte au début de l'année 1939 et passa la plus grande partie de l'année à s'entraîner. Suite aux accords mutuels entre l'URSS et les États baltes concernant la présence militaire soviétique sur leur sol, le Kirov fut officiellement stationné à Tallinn à partir du 15 octobre. Un mois plus tard, le 30 novembre, les soviétiques attaquent la Finlande, marquant le début de la guerre d'hiver. Un groupe formé du Kirov et de 2 destroyers Projet 7 reçurent l'ordre d'inspecter les convois traversant le nord de la Baltique. Cette tâche effectuée sans problème, le groupe passa le lendemain à son second objectif, la destruction de l'artillerie côtière de l'île de Roussaro. À 6h du matin, les navires levèrent l'ancre en direction du nord, et 4 heures plus tard, arrivèrent à portée de tir des Finlandais, qui ne tardèrent pas à ouvrir le feu. Le Kirov répliqua avec une première salle, qui toucha la mer. Les échanges de tirs continuèrent encore pendant près de 5 minutes. Le Kirov ayant été touché par l'artillerie finlandaise, perdit plusieurs hommes sur le coup. Les Finlandais quant à eux perdirent quelques bâtiments, mais la batterie n'avait pas été endommagée. La flotte soviétique n'eut d'autre choix que de battre en retraite vers la Lettonie, où le Kirov allait entamer ses réparations à partir du 2 décembre. Les soviétiques remirent alors en question leur stratégie.
Pourquoi envoyer un croiseur sans reconnaissance ni appui aérien aller détruire une fortification par lui-même au risque de le perdre? Ce furent ainsi les dernières actions du Kirov pendant la guerre d'hiver. Le navire resta inactif jusqu'à l'été 1940, durant lequel il participera à d'importantes manœuvres en mer qui seront interrompues par une très forte tempête, menant quasiment à la perte du destroyer Minsk qui l'accompagnait. Durant une rapide escale à Kronstadt en automne 1940, les navires du canon seront remplacés par des neufs. Le 14 juin 1941, le Kirov fut transféré de la base de Tallinn à Oust-Dvinsk, près de Riga. Le 22 juin, les forces allemandes franchissent la frontière soviétique, et ainsi débuta la campagne du golfe de Riga, qui amènera la flotte de la Baltique à affronter la Kriegsmarine. La situation est pressante, les soldats allemands se rapprochent du Riga, et le Kirov doit fournir un appui antiaérien face à la Luftwaffe et à ses bombardements incessants. Les soviétiques doivent à tout prix exfiltrer leur marine de la ville. Problème, les Allemands ont massivement miné le détroit d'Irb ainsi que l'embouchure du golfe de Finlande. Le 28 juin à 1h du matin, le Kirov doit emprunter un détroit extrêmement étroit et peu profond, rendant la manœuvre très compliquée. Ce qui devait arriver arriva et le Kirov se coinça à plusieurs reprises au fil de la nuit sur des hauts fonds, si bien que la manœuvre ne s'est terminée qu'à 14h, pour arriver à Tallinn début juillet. Les Allemands avançaient toujours avec grande rapidité et le 23 août, lorsqu'ils franchirent le fleuve Keila, le Kirov, accompagné du destroyer Leningrad, engagèrent une colonne de blindés allemands, menant à une perte de 12 véhicules et à la dispersion de l'infanterie. Les attaques allemandes commençaient à s'intensifier sur la ville de Tallinn, et le Kirov devra faire face à pas moins de 7 vagues de bombardiers, vaillamment repoussés par les manœuvres et l'artillerie antiaérienne du navire. Plus d'une trentaine de bombes et plus de 500 obus ont été tirés sur le Kirov, dont une quarantaine ont fait mouche, mais l'intégrité structurelle du navire n'avait pas été compromise. Un ordre d'évacuation générale de la flotte avait été donné, ces dernières étant alors considérées comme une force clé par les Allemands qu'ils devaient à tout prix détruire. L'évacuation était prévue pour la nuit du 27 août. Mais une forte tempête empêcha tout mouvement de la flotte, qui dut attendre l'après-midi. L'aviation et l'artillerie allemande tentèrent encore une fois d'empêcher les soviétiques de s'échapper, mais les nombreux écrans de fumée posés par les destroyers et autres torpilleurs empêchèrent les Allemands de toucher quoi que ce soit. Pendant plusieurs heures, les dragueurs de mines soviétiques durent se frayer un passage assez large pour faire passer la flotte principale et les navires de transport, avec l'appui du Kirov et des destroyers tirant sur les forces allemandes. Les ennuis n'étaient pas terminés. Les dragueurs de mines étaient sous le feu de l'artillerie allemande, et plus tard de la marine finlandaise, et ce n'est qu'à 5h du matin le 28 août que la flotte de la Baltique parvint à s'exfiltrer de Tallinn, toujours sous les bombardements incessants de la Luftwaffe qui largua plus de 80 bombes près du Kirov. Arrivé à bon port à Kronstadt, le Kirov fut directement arrêté pour réparation. Le navire, toujours à quai, tira plus d'une centaine d'obus sur les troupes ennemies entre le 3 et le 6 septembre. Les jours suivants, lors de l'offensive sur Leningrad, le Kirov, accompagné du Oktyabrskaya Revolutsiy, engagèrent les Allemands, ces derniers répondant par un raid aérien massif sur Kronstadt. Contrairement à Tallinn où le Kirov pouvait manœuvrer, il en était difficilement semblable à quai avec les machines éteintes. Après cela, il a été décidé de transférer le navire à Leningrad pour l'hiver, afin d'être réparé suite aux importants dégâts causés par les bombardiers. Les bombardements reprirent le 28 mars 1942 par l'artillerie et l'aviation allemande, avec cependant moins d'effectifs que lors des précédents assauts. Cela suffira néanmoins à déclarer un incendie dans la machinerie du navire et d'autres parties. Ce jour-là, 86 marins ont perdu la vie. Les dégâts avaient été extrêmement graves, et le Kirov semblait être au bout de sa vie. Tentant le tout pour le tout, les soviétiques décidèrent de remorquer le Kirov hors de son emplacement et de le remplacer par un navire-école. Le pari des soviétiques avait payé, puisque le lendemain, les bombardiers allemands avaient effectivement réussi à couler le navire garé en place du Kirov. Il est alors décidé de moderniser le navire lors de ses réparations, incluant le renforcement de l'armement antiaérien. Fin juin 1942, les réparations étaient terminées, et en 1943, le blindage du pont fut renforcé, atteignant l'épaisseur de 70 mm d'acier. Le 27 février, le Kirov fut officiellement décoré de l'ordre de la Bannière Rouge pour l'accomplissement exemplaire des missions du commandement dans la lutte contre l'envahisseur fasciste, et pour le courage et la bravoure démontrés du personnel. Début janvier 1944, l'offensive Leningrad-Novgorod est lancée, visant notamment à briser le siège de Leningrad. Le Kirov fut assigné avec d'autres navires au deuxième groupe de bombardement et, à l'aube du 19 janvier, est enfin sorti de la glace. S'avançant au milieu de la Neva, le Kirov commença à bombarder toute trace d'Allemands à partir de 8h jusqu'à 16h, pour un total de 72 obus de 180 mm. Fin janvier, le croiseur tira à blanc en l'honneur de la libération de Leningrad, puis ira bombarder la ligne Mannerheim en juin. Ce fut là la fin de la carrière du Kirov, dont sa fin a failli être prématurée, le navire ayant presque coulé à l'automne 1945. Heureusement, il n'en fut pas ainsi, et le navire vécut jusqu'au 22 février 1974, date à laquelle il a été rayé des listes et a été envoyé au ferraillage. 2 de ses tourelles ont été conservées afin de témoigner encore aujourd'hui de l'héroïsme dont ont fait preuve les marins soviétiques au combat, héroïsme trop peu connu de nos nations.